Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale qui va être hors série et surtout qui va être sur un format de type vlog. Vous me suivez? Pour vous résumer le contexte, il y a quelques semaines j'étais en vacances et j'ai décidé de monter sur Paris pour me changer un peu les idées. Donc un petit tour de métro, un petit changement de train à la gare de l'Est et me voici en direction de l'Alsace et de la Lorraine. Pour info, c'est la première fois que je prenais un Ouigo et mine de rien, je peux le dire, ils sont pas mal fichus tous ces petits trains. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que mon siège était dans la partie supérieure du wagon, donc ce qui fait que j'ai pu apprécier le paysage qui défilait sous mes yeux, donc le trajet a duré environ 2 heures. Et hop, me voici arrivé en gare de Strasbourg sous la Verrière qui a été construite au début des années 2000 par Jean-Marie Dutilleul, un célèbre architecte. Le but était alors de mettre la gare sous cloche pour pouvoir l'agrandir tout en préservant le bâti qui lui était protégé. Alors par contre, je ne vous cache pas que même si la Verrière est sublime, il faisait une chaleur là-dessous, je pense qu'on devait bien être aux alentours des 30 degrés. Bref, passons, il est temps de faire un petit topo historique puisque la gare a été construite par les Allemands en 1870. Et oui, à la fin du 19e, l'Alsace et la Moselle n'étaient pas encore françaises. Et c'est un peu la raison pour laquelle on s'est disputé ces deux territoires durant le cours du 20e siècle. Mais bon, pas le temps de niaiser, direction de l'arrière-pays de Strasbourg. Je précise ici que Strasbourg ne sera évoqué qu'en tant que point de départ et d'arrivée, j'ai pas du tout eu le temps de visiter, donc première étape de notre périple, le village de Gerstein. Et cette fois pour y arriver, on prend un train régional. Ça y est, on est arrivé. Pour vous situer, on est à 30 minutes au sud de Strasbourg et plus précisément entre Erstein au nord, Oppenheim au sud, Matzenheim à l'ouest et l'Allemagne à l'est. On est pile poil à la frontière franco-allemande. Et Gerstein, c'est une paisible bourgade de 3500 habitants, une vraie carte postale. Pour cette première étape, je suis allé à la mairie pour trouver un parcours du patrimoine pour visiter le village en autonomie. Il fait 6 km 5 et dure 2 heures. On commence par la rue de la division Leclerc où j'ai pu y admirer de belles maisons colorées et les détails de l'architecture alsacienne. Comme ici, regardez-moi ce vitrail directement inséré dans le mur d'une maison. En continuant un peu plus loin rue de la Fabrique, je suis tombé sur une drôle d'inscription sur le mur d'une maison. Il y a tout simplement la date de construction et les noms des premiers propriétaires. En continuant rue de la Fabrique, je suis tombé sur de ravissantes maisons et fermettes à colombage. Il faut savoir que le bâti alsacien est totalement différent de celui de La Rochelle. Il se divise entre les villages bas, organisés autour d'une rue principale comme ici à Gerstein, et les villages tas, organisés autour d'une place. Me voici maintenant arrivé devant l'ancienne manufacture de cigares au 8 rue d'Aubinsan. Pour info, à l'origine il y avait 2 manufactures de tabac à Gerstein. Celle-ci a été construite à la fin du 19e siècle par la famille de Bancalis et pouvait accueillir environ 50 femmes. L'activité de la manufacture s'est arrêtée en novembre 1944. D'ailleurs, en parlant des Bancalis, il est temps pour moi de vous montrer leur château. Situé au bout de la rue d'Aubensan, ce manoir est érigé en 1798 par la famille de Bancalis, baron de Pruine. Réaménagé en 1872, le château accueille aujourd'hui des gîtes. Passons maintenant le Veil, un charmant petit cours d'eau et continuons notre excursion en direction du stade de foot. C'est fou car en 2 secondes, on passe du cœur du village à la pleine campagne. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Voici le cimetière juif de Gerstein. Il date du 18e siècle et a la particularité d'être à la fois celui des pauvres et des juifs de Gerstein. À gauche, il y a les pauvres et à droite, les juifs. Pour la petite histoire, les Israélites ont été persécutés à différents moments tout au long de l'Ancien Régime. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle, après la Révolution, que les Juifs purent pratiquer leur religion en semi-liberté. La balade nous emmène ensuite du côté du stade de foot. Alors là, c'est super drôle parce que le circuit nous fait passer à travers le stade de foot. J'avais jamais vu ça. Bref, les abords sont très chouettes avec des tables de pique-nique, des boulodromes et aussi une super petite rivière à la fois bucolique et poissonneuse. Alors du coup, ce que je trouve super étonnant, et je m'attendais pas à retrouver ça donc en Alsace, c'est que le petit village donc de Gerstein, et bien tout simplement, il est entouré de cours d'eau et je trouve ça mais super agréable parce qu'il y a plein de petites passerelles, etc. Voilà, donc vraiment très très belle surprise. C'est vrai qu'ici c'est frappant, la nature est partout. Il y a à la fois des champs, des bosquets et même une grande forêt. C'est d'ailleurs ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Vous me suivez? Bon alors du coup là je suis à peu près à la moitié du... Alors en fait même pas, je suis en train de me dire j'ai même pas fait un tiers du parcours. On quitte la ville ou le village de Gerstein pour le moment pour s'enfoncer dans les bois, plus précisément pour longer le parcours de santé. Franchement, avec les températures qui est aujourd'hui entre 30 et 35 degrés, être un peu à long ça va pas être de refus. Voilà, en sachant que je suis déjà épuisé, déjà rincé, mais franchement c'est super chouette, je passe un super moment. Le parcours de santé fait 2,5 km et se compose de 15 épreuves. C'est un endroit idéal pour venir se dépenser en famille au cœur de la forêt communale.
Et pour avoir longé une partie, je peux vous assurer que l'ensemble des équipements est très bien entretenu. Bon alors par contre, faut savoir un truc, je suis pas trop serein non plus, dans le sens où en fait j'ai la trouille des serpents. Et vu les températures qu'il fait, heureusement qu'on est à l'ombre pour le moment, mais pour la suite du parcours, je vous avoue que j'ai un petit peu la trouille. Voilà, j'ai un petit peu peur, en espérant ne pas en croiser, parce que sinon, je garantis pas de la suite. Alors par contre, le truc qui est pas pratique du tout, c'est que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Voilà. C'est bon, c'est comme ça, il fait chaud, on est en été, mais vous allez voir des marées pas loin, je pense. La forêt borde le Rhin. Cette situation géographique nous rappelle que le village a longtemps été dépendant des aléas de la météo. Par exemple, en 1852, le fleuve sort de son lit et envahit Gerstheim, occasionnant 423 sans-abri, soit 25% de la population. Tiens d'ailleurs, en parlant du Rhin, il se situe à droite juste derrière la grande palissade. Alors du coup, me voilà arrivé devant un observatoire pour oiseaux, enfin ce qui est censé être un observatoire pour oiseaux, sauf que, bon, comment dire, il est pas très accessible, et en plus vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur qu'il y ait des grosses bébêtes là-dedans, vous allez voir. Le voici, l'observatoire à oiseaux de Gerstheim. Ok, il est pas de la prime jeunesse, et il est un petit peu envahi par la végétation, mais un petit coup de débroussailleuse suffirait pour pouvoir y accéder. Bon, moi j'en avais pas sur moi de débroussailleuse, donc j'ai décidé de passer mon chemin. Et c'est après que les choses se sont compliquées, impossible de savoir si je devais aller tout droit ou alors tourner à gauche. Finalement, j'ai pris à gauche, mais alors autant vous dire que sur cette portion, la signalétique était rudement mal fichue. Donc je fais une petite pause parce que je vous avais dit il y a quelques instants que j'avais la trouille des serpents. Et en fait, ça se manifeste que par exemple, quand il y a une grande étendue sous le soleil comme ça, sous 35 degrés, je vous avoue que je suis pas tranquille. Mais qui dit pas tranquille, dit qu'au moindre bruit, comment dire, je peux pousser des grands cris. Et là du coup c'est ce qui s'est passé, il y a un truc qui m'a filé entre les jambes, entre les pieds. Du coup je ne sais pas si c'était un serpent ou un lézard, mais en tout cas j'ai poussé un espèce de cri, et je pense qu'il n'y a plus aucune végétation ou plus aucun animal dans les 500 mètres à la ronde. Voilà, parce que non mais franchement, je vous avoue que j'étais vraiment pas tranquille parce que du coup je viens de tout au bout là-bas. Et sous 35 degrés, vraiment, c'est chaud, quoi. Du coup, c'est le cas de le dire. Après cette petite frayeur, il est temps pour moi de reprendre mon chemin sous les bois. Franchement, j'adore l'ambiance de la forêt, quelles que soient les saisons. On y trouve toujours des choses intéressantes. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé sur cette borne kilométrique abandonnée le long du chemin. Datée du 17 ou 18e siècle, elle devait relier la ville de Rhinow au sud de Gerstheim à Mesenheim, située dans l'actuelle Allemagne à la frontière avec le Rhin. Alors du coup, toujours envahi de moustiques, on arrive au bout de cette portion. Et vous savez, tout à l'heure, on avait croisé une borne kilométrique. Je me demandais ce que c'était. Et bien, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une ancienne voie de chemin de fer. Donc par exemple, là, il y a la petite... comme une ancienne barrière, du coup. Et si ça se trouve, ça avait un lien. Donc du coup, là, on va partir sur la droite, là où il y a la petite maison, pour oiseaux. Et on va voir ce qui nous attend pour la suite. Elle est chouette cette petite maison. Allez, c'est parti, on prend à droite et vous allez voir, encore une fois, rien ne va se passer comme prévu. Bon, alors là, pour le coup, c'est un petit peu particulier parce que j'essaie de suivre mon plan. Sauf que il n'y a plus de balisage. Voilà, donc je ne sais pas du tout où je vais, entre guillemets. Je vais essayer de me repérer. Toujours est-il que le chemin se rétrécit. Donc si vous avez plus de nouvelles de moi d'ici bientôt, au revoir. Sinon, voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Regardez sur le plan. Alors, je suis sur la portion en allant du 11 au 12. Bon, désolé, du coup, c'est à l'envers. Mais je suis censé aller jusqu'à la petite bifurcation en haut de la carte. Donc, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je dois être sur le bon chemin. On va voir où j'atterris. Putain, j'espère que je vais pas être obligé de faire demi-tour. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais déboucher sur une espèce de clairière. Bon, alors, du coup, c'est un peu bizarre parce que ça, c'est censé être le chemin. Je vais essayer de vous montrer là ce que je suis. Bon, croyez-moi sur parole, c'est un chemin. Et normalement, je suis censé rattraper un chemin blanc qui est tout au fond là-bas. Donc, on va essayer de voir déjà par où que je peux passer. Voilà, parce que je sais pas si vous allez voir au fond de la caméra, si on le voit un peu, le village est là-bas. Enfin, du coup, il y a une maison là-bas. Et c'est le coin que je dois rattraper à peu près. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, alors, je dois être sur le bon chemin. On va essayer d'y aller. Ça coupe par là. Attention, j'arrive.
J'espère qu'il n'y a pas d'ortie, c'est bon, il n'y a pas d'ortie, ça passe. Ah bah ouais, ok, bon bah d'accord, super bizarre, je retombe sur le chemin. Ok, les chemins d'Alsace sont vraiment bizarres. Vais-je réussir à retrouver mon chemin? Mystère. Alléluia, j'ai trouvé le chemin. Là, ah bah voilà. Faut tourner à... Ah, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques encore. Là, faut tourner à gauche. Et on est bon. Hop, allez, c'est parti, on continue. Bon bah mine de rien, je suis quand même soulagé parce que, pour ceux qui me suivent du coup sur Insta, je n'ai pas le droit de l'orientation, pardon. Qui plus est en plus ici, donc en Alsace, dans un endroit où je ne suis que depuis 24h, 48h à peu près. Donc voilà, bon du coup les plans sont plutôt bien faits, mine de rien, même s'il n'y a pas toutes les indications, c'est quand même assez clair. Puis voilà, bon on continue, c'est parti pour la dernière portion. Après ces quelques soucis d'orientation, je sors enfin de la forêt. Ce petit passage m'aura bien rafraîchi, mine de rien. Après quelques pas à longer un champ de maïs, me voilà arrivé devant une ferme à l'allure typiquement alsacienne. Et là, j'ai décidé de prendre une petite pause à l'ombre du verger sur le bord de la route. La suite de ma visite se passe à l'intérieur du village de Gerstheim. Vous allez voir, c'est trop mignon. Mon entrée dans cette partie de Gerstheim que je ne connaissais pas débute par la rue de la Redoute et la rue de la Dordogne où j'ai pu voir plein de fleurs, une collection de nains de jardin mi-flippante, mi-mignonne. Mais la palme revient à cette super voiture hippie qui était stationnée. Alors pour le moment, je suis hyper surpris par la beauté du centre-ville, c'est juste magnifique. Il y a des maisons de toutes les couleurs, il y a du colombage de partout. La preuve, hop, regardez, je sais pas si vous allez arriver à voir. Hop, juste là, c'est juste magnifique. Je suis au croisement des rues Wellfeld et des parachutistes et là j'ai pu voir de superbes maisons à colombage. L'occasion également pour moi de jeter un coup d'œil sur les canaux qui traversent la rue de Gerstheim et qui rappellent la crue de 1852 dont je vous parlais au début de la vidéo. Je tourne ensuite à droite pour aller direction la rue et la maison des parachutistes. Un drôle de nom, n'est-ce pas? Mais cette rue a été appelée comme ça à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en hommage au premier régiment de parachutistes mené par le commandant Faure qui aide à la libération de l'Alsace dès décembre 1944. Quelques pas plus loin, je passe devant l'ancien presbytère catholique construit en 1749. Cette superbe maison à pans de bois a été reconstruite en 1800. Juste en face, j'ai découvert un drôle d'objet. C'est une station météo qui date du début du XXe siècle et qui a été offert à Gerstheim par Charles Kandman. Ensuite, j'ai remonté la rue de la Cure pour découvrir l'église Saint-Denis qui a servi de tour d'observation durant la Seconde Guerre mondiale. Comme en janvier 1945 où des résistants alsaciens surveillaient l'arrivée de Charles Leclerc, mais ce sont des chars allemands qui sont arrivés à la place. Alors je vous raconte pas, grosse panique, tout le monde descend du clocher, et quelques instants plus tard, un obus allemand vient s'abattre sur l'église et détruit l'ensemble de la toiture. On finit tranquillement cette première journée en Alsace à la découverte de Gerstheim. Franchement, ce village fut un véritable coup de cœur, j'ai adoré le visiter. Maison à pans de bois, patrimoine naturel remarquable, patrimoine historique exceptionnel, bref, il y a de quoi faire par ici. Mais mon excursion en Alsace et en Lorraine est loin d'être finie. Pour cette deuxième étape, je vous emmène avec moi dans un endroit un chouïa plus touristique. Vous me suivez? Après Gerstheim, direction Colmar, réputé pour son magnifique marché de Noël. Mais comme je ne fais rien comme tout le monde, je me suis dit que j'allais visiter la ville en plein été. Pour moi, Colmar est l'une des plus belles villes d'Alsace et on commence la visite par la place des Dominicains, juste en face de l'église. J'ai profité de l'occasion pour rentrer dans une petite boutique comme ça, par hasard, et c'est là que je me suis rendu compte en lisant un petit journal que j'étais né la même année que le début de la série Joséphine Ange Gardien. Moi je vous dis, il n'y a pas de hasard. Si vous me suivez sur Instagram, vous comprenez pourquoi je dis ça. On continue notre petit tour par la collégiale Saint-Martin de Colmar, érigée entre 1235 et 1365. C'est un véritable joyau de l'architecture gothique alsacien. L'intérieur de la collégiale est consacré à Saint-Martin, le saint des pauvres et de la charité, qui sont des thèmes très représentés tout au long du déambulatoire et dans les absides. On y retrouve par exemple un reliquaire qui est orné de rouge ou encore la statue de Saint-Martin découpant un manteau pour un pauvre. A noter que la collégiale n'a pas toujours eu cette tête puisqu'un incendie ravage la toiture et la charpente en 1575, obligeant ainsi l'évêché à détruire l'une des tours de la structure. Raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut plus voir qu'une seule tour sur le portail de la collégiale Saint-Martin. Pour la petite histoire, Colmar naît sous Louis le Pieux en 823. Durant le Moyen-Âge, il se passe pas grand-chose, mais avec l'arrivée du protestantisme en 1575, ça change tout puisque Colmar a été
placée sous la protection du roi de France jusqu'au traité de Westphalie en 1648. Par la suite, entre le 19e et jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Colmar devient tantôt allemande et tantôt française, et mine de rien ça se voit dans son architecture. Colmar est surnommée la Petite Venise, en même temps avec ses canaux et ses adorables maisons à colombages recouvertes de fleurs, je comprends bien pourquoi. Pour finir ma balade, direction les anciens greniers à sel réhabilités en village d'artisans, et j'ai achevé ma visite du côté de la fontaine Schwendi qui est un lieu tout simplement adorable. Regardez ça, c'est tout simplement magnifique. Cette seconde journée en Alsace s'achève dans cet endroit tout simplement hors du temps et féerique. Alors moi perso ça m'a un peu fait penser à Disneyland, mais bref, passons, il est temps de reprendre le train, direction la troisième et dernière étape. Pour cette dernière étape, on repasse par Strasbourg et on remonte un tout petit peu, direction Metz en Lorraine. Après 1h30 de train à admirer la campagne, nous voici arrivés devant l'une des plus belles gares qu'il m'ait été donné de voir pour l'instant. La gare de Metz est située dans la partie allemande de la ville, c'est le bâtiment le plus important. La gare de Metz a été construite entre 1904 et 1908 dans un style néo-roman rhénan. Elle devait transporter les marchandises, les civils et des soldats vers le front. On quitte la première gare pour arriver à la seconde qui date du 18 juin 1878, on est sur la place Georges et elle a été construite sous domination allemande. Aujourd'hui, elle accueille les bureaux de l'INSEE de Metz. Allez hop, pas le temps de traîner, on quitte le quartier de la gare direction le centre-ville. Mais que vois-je, ne serait-ce pas la porte serpenoise ? Pour info, cette porte date de 1852 quand les fortifications de Metz ont été restaurées. Érigée sur l'emplacement d'une ancienne voie romaine, elle est flanquée de 4 tours qui symbolisent 4 événements majeurs de la ville. Direction maintenant la rue Serpenoise qui porte le nom de l'ancien village Scarpone qui était là autrefois. Pour info, c'était l'ancien cardo de la ville qui reliait le nord au sud de la cité. Et aujourd'hui, on peut y admirer de magnifiques mosaïques du début du XXe siècle. En parlant d'antiquité, je suis allé dans le centre commercial Saint-Jacques situé au cœur de Metz. J'ai pu y admirer une collection d'objets qui ont été retrouvés lors de la construction du centre commercial et qui témoignent de l'importance commerciale qu'avait Metz entre la France et les territoires germaniques. En sortant, je suis passé devant la Maison des Têtes, une demeure de 1529 construite par un orfèvre de Metz et qui détient 5 bustes en plâtre. Donc ces bustes sont des copies qui ont été faites en 1925. Les originaux sont conservés au musée de la Coupe d'Or et à Boston. En remontant l'enceinte Fourniru, me voici devant la cathédrale construite entre 1220 et 1552. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intérieur est spectaculaire. La preuve en image, je vous laisse profiter du spectacle. Pour la petite histoire, la cathédrale de Metz est située sur l'emplacement d'un premier oratoire construit par les Huns en 451. Son architecture et ses dimensions sont spectaculaires. Elle domine la ville avec sa flèche de 41 mètres de haut. Et enfin, ne manquez pas les 3 vitraux peints par Chagall en 1959. Ils sont tout simplement splendides. En sortant de la cathédrale rue Taizon, j'ai croisé une drôle de bébête. Je vous présente le Graouli. C'est une figure légendaire qui est l'emblème de Metz depuis le 8e siècle. À l'origine, ce serait un dragon cannibale tueur de vierges. La figure du Graouli est présentée durant tout le Moyen-Âge comme un animal du diable et c'est aujourd'hui une figure locale incontournable de la ville de Metz. Ma visite s'achève par le palais du gouverneur érigé en 1905 en pierre de Jaumont, un minerai extrait à 20 km de Metz. Ce palais urbain dispose d'une centaine de pièces qui servaient à accueillir le général commandant du 16e corps d'armée allemande. Aujourd'hui, les lieux sont toujours habités par un gouverneur. C'est ainsi que cette vidéo entre Alsace et Lorraine se termine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vadrouilles à la découverte de la France.